7h, 9h. Europe 1 matin. Notre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Laurent Ferrari. Nous sommes presque à 10 jours du premier tour des législatives. On connaît les principales mesures en faveur du pouvoir d'achat proposées par le nouveau Front populaire et par le Rassemblement national. Des programmes que vous jugez démagogiques, que vous jugez dangereux. Quel qualificatif allez-vous employer ce matin ? À contre-temps. Pourquoi ? On ne va pas forcer le trait, c'est juste qu'ils sont à contre-temps. Quand vous regardez les finances publiques françaises, nous les avons rétablies en 2017-2018. Ensuite, nous Elles avons vont pas bien aujourd'hui. Oui, D'accord. parce que nous avons beaucoup dépensé face à la crise du Covid, face à la crise de l'inflation, pour protéger les entreprises et les salariés. Et nous avons engagé le rétablissement des finances publiques depuis la fin 2023. Nous avons fait des économies, nous sommes sortis du bouclier sur l'électricité, nous avons engagé 10 milliards d'euros d'économies, et il faudra, dans le budget 2025, faire encore plus d'économies pour rétablir les comptes. Donc nous sommes à la croisée des chemins. Au moment où il faudrait rétablir les comptes, reconstituer des réserves financières pour protéger demain nos compatriotes et investir notamment dans la sécurité et la transition écologique, les deux autres forces d'opposition, extrême gauche comme extrême droite, ouvrent tout grand les vannes de la dépense publique. Je pense que c'est totalement à contre-temps. Alors, ils nous disent à la fois qu'ils veulent de la sécurité et de l'ordre, mais ils veulent aussi que le travail paye mieux. Ils veulent pouvoir vivre de leur travail, les Français. Par exemple, le Front populaire propose l'augmentation du SMIC à 1 600 € net. Qu'est-ce que vous dites, là encore ? C'est une folie ? Je dis que ça conduira... Je ne veux pas forcer le trait, je veux juste expliquer très sereinement à quoi ça conduira. Ça conduira tout simplement à une augmentation du chômage de masse et au retour du chômage de masse que nous avons réussi à combattre, dont nous avons réussi à débarrasser la France en 7 ans. Le patron d'une boulangerie, l'entrepreneur, le menuisier, le patron d'une PME, le commerçant, quand il va voir que ses salariés qu'il payait 1 398 € net, il faut passer à 1 600 €. Il les verra et dira « Je suis désolé, j'aimerais bien vous payer ce tarif-là, mais je ne peux pas, je n'ai pas les moyens ». Donc vous aurez des vagues de licenciements et un chômage de masse. Augmenter le pouvoir d'achat sur le dos des entreprises, c'est affaiblir ce qui crée des emplois. C'est les entreprises qui créent des emplois. Si vous affaiblissez les entreprises en leur demandant une charge financière trop forte, elles vont licencier, vous aurez du chômage de masse et je pense que c'est un appauvrissement généralisé pour notre pays. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un gouvernement qui a fait 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, a dit hier Manon Aubry, qui était à votre place. Elle explique que votre chiffrage de son projet, du projet du nouveau Front populaire, aux alentours de 286 milliards d'euros, est totalement faux. Oui, de toute façon, ils ne se mettent pas d'accord sur leur chiffrage, parce que vous écoutez un membre de ce fameux Front populaire, qui n'est ni un front ni populaire, puisqu'il va accabler les classes populaires. Les uns vous disent 100 milliards, d'autres 200, d'autres trouvent que c'est pas assez, 300. Un jour, vous en aurez un qui sortira de sa boîte et qui dira, en fait, c'est 500 milliards, c'est beaucoup mieux. Revenons à la raison. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à un moment où nous devons réduire la dépense publique pour protéger les Français et pas l'augmenter massivement de 50, 100, 150, 200, peu importe, c'est la mauvaise direction. La deuxième chose que je conteste, c'est aussi ces expressions fourre-tout, cadeaux fiscaux, cadeaux pour les riches. Non, quand nous baissons les impôts de production, c'est un cadeau pour les ouvriers. Pourquoi ? Parce que ça permet d'ouvrir des usines, ça permet de développer des usines, ça permet d'ouvrir de nouvelles filières de production sur les batteries électriques, sur les véhicules électriques, sur l'hydrogène, comme nous l'avons fait. C'est évident que si vous avez un système fiscal dans lequel vous accablez d'impôts les commerçants, les artisans, les PME, les industries, vous ne développez pas l'économie. Nous, notre ligne économique, celle que je défendrai tout à l'heure auprès du MEDEF, elle est très simple, c'est permettre aux entreprises de développer des emplois en ayant un niveau de compétitivité comparable à celui des autres grands pays européens et avoir du travail pour tous, je dis bien pour tous, et un travail bien rémunéré, mieux rémunéré. Jordan Bardella repousse un certain nombre de mesures proposées dans un premier temps par le RN, comme l'abrogation de la réforme des retraites ou la baisse de la TVA sur certains produits. Il dit « Je vais hériter d'une situation financière de quasi-faillite ». Pourquoi est-ce qu'il repousse ça ? C'est la dérobade pour vous ? Il découvre la lune, Jordan Bardella, s'il découvre les comptes publics. Il a des députés Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy par exemple, qui sont à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ils m'ont accablé depuis des années, pas pour me dire qu'il y avait trop de dépenses. Non, pas du tout. Ils m'ont accablé pour me dire il ne faut pas retirer de bouclier sur l'électricité, il faut continuer à dépenser 10 milliards. Ils m'ont accablé pendant la crise du Covid pour dire vous dépensez pas assez pour les TPE, pour les PME. Ils m'ont accablé face à l'inflation en disant qu'il fallait quasiment supprimer toutes les taxes sur l'essence pour des dizaines de milliards d'euros. Donc ils n'ont cessé depuis des années d'avoir la totalité de la transparence sur les comptes publics, les députés du Rassemblement national, et d'appeler non pas à des économies, mais à beaucoup plus de dépenses.
Donc que Jordan Bardella balaye devant sa porte, qu'il écoute un peu plus les députés du Rassemblement national, il verra exactement quelle est la situation des comptes. Et il saura que nous avons engagé le redressement des comptes publics et que c'est dans cette voie qu'il faut poursuivre. Par ailleurs, sur leur projet, je trouve quand même un peu stupéfiant. Au bout du compte, c'est une page blanche désormais, le projet du Rassemblement national. Et on ne confie pas le pouvoir de la France, d'une grande puissance comme la France, à un parti dont désormais le programme se résume à une page blanche. La sortie de l'OTAN, supprimée. Les baisses de taux de TVA, supprimées. Ils doivent être contents, les personnes modestes à qui on explique depuis des années que le Rassemblement national, que le pouvoir d'achat, c'est la baisse des taux de TVA. Qu'est-ce qui reste pour le pouvoir d'achat dans le programme du RN? Rien, zéro, nada. Il renie la promesse sur les retraites, il renie la promesse sur les autoroutes. Il la décale. Il la décale. Mais vous savez, quand on a 3 ans, puisqu'en 2027, il y a une élection présidentielle, il vaut mieux pas décaler trop. Ça montre une inexpérience d'ailleurs totale de la pratique du pouvoir. Parce que quand on prend le pouvoir, ou qu'on veut prendre le pouvoir, il faut agir vite. Si les Français nous font confiance, le 8 juillet prochain, il faudra se remettre au travail d'arrache-pied et faire beaucoup plus, beaucoup mieux pour les Français, sans perdre une seconde. Mais je le redis désormais, le programme du Rassemblement national, c'est une page blanche. On ne confie pas le pouvoir de la France à un parti qui n'a plus de projet. Donc ça veut dire que vous envisagez l'hypothèse que le Rassemblement national soit au pouvoir. Vous savez, je suis lucide. Je regarde l'état d'esprit de nos compatriotes. Je circule, je vais défendre beaucoup de nos députés qui sont courageux, qui sont sur le terrain. Il y a une colère, il y a une inquiétude. Nous ne pouvons y répondre que par la force et la puissance de nos propositions. Entre le vide intersidéral qui est en train de devenir le projet du Rassemblement national et les dépenses inconsidérées de l'extrême gauche, il y a une autre voie. C'est la voie du courage, de la lucidité. C'est celle que nous proposons avec la majorité. Alors, la lucidité, mais aussi les sanctions. La Commission européenne a lancé des procédures pour déficit public excessif contre 7 pays de l'Union européenne, dont la France. Je rappelle que ça concerne l'Italie, la Pologne, la Belgique, mais pas la Grèce. On en est là, Bruno Le Maire. Lisez l'intégralité de rapport de la Commission, parce qu'il est intéressant. Il montre que du point de vue des finances publiques, effectivement, nous devons faire mieux. Je le dis pour avoir sorti la France la procédure pour déficit excessif dans laquelle elle était depuis 9 ans en 2018. Je l'ai fait comme ministre des Finances en 2000. Elle y est retombée parce qu'on a beaucoup dépensé pendant le Covid et pendant l'inflation. Et c'est un choix collectif que je revendique. Je pense que c'est mieux, que ça a coûté moins cher que si on avait laissé filer la situation économique et laissé fermer des centaines d'entreprises et détruit des milliers d'emplois. Je pense que c'était plus responsable. Mais la première conclusion, il faut rétablir nos comptes publics pour retrouver des marges de manœuvre. La deuxième conclusion que tire la Commission européenne est intéressante. Elle dit en revanche, en matière de croissance, d'équilibre macroéconomique, la France nous inquiétait, on la sort de la surveillance et on salue les résultats économiques de la France. À l'inverse de l'Allemagne, qui elle a un bon point sur ses finances publiques, mais un mauvais point sur ses équilibres macroéconomiques. Regardons l'intégralité du paysage et on verra que sur les finances publiques, nous devons faire mieux, mais sur la croissance, l'économie, les résultats économiques, nous faisons très bien. C'est là-dessus que vous jouez, en fait, Bruno Le Maire, sur le fait que les Français pourraient avoir peur du saut dans l'inconnu que constituerait l'arrivée au pouvoir soit du Rassemblement national, soit du Front populaire. Ils ont peur pour leur argent, c'est ça? C'est ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis qu'il y a une réalité. Et que dans les campagnes, vous savez, on a l'impression qu'il n'y a plus de réalité. On peut dire, voilà, le SMIC elle va être à 1 600 €, on va mettre la retraite à 60 ans, ça n'aura aucune conséquence. Et puis à un moment donné, la réalité se rappelle à vous. Et la réalité, elle est dure, elle est brutale. Si vous mettez la retraite à 60 ans, soit vous baissez les pensions, soit vous augmentez massivement les impôts de ceux qui travaillent. Là, voilà la dure réalité. Si vous baissez les taux de TVA, comme le proposait encore il y a peu le Rassemblement national, ça vous coûte 24 milliards d'euros. Il faudra augmenter les impôts pour payer ces 24 milliards d'euros. C'est la dure réalité, la pratique du pouvoir. Et ma responsabilité de ministre qui est en fonction depuis 7 ans, c'est d'expliquer cette réalité. C'est pas de faire de l'idéologie, c'est de ramener à la réalité des programmes qui sont aujourd'hui hors sol. Pour autant, la majorité que vous représentez ce matin, Bruno Le Maire, propose aussi, elle aussi, des mesures dépensières, augmentation du montant de la prime Macron, baisse des factures d'électricité de 15%. On rase gratis aussi chez vous? Non, la baisse des factures d'électricité, c'est pas des décisions qui sont prises par l'État, c'est juste parce que nous avons produit de l'électricité et que nous sommes la seule force politique à proposer de faire à la fois du nucléaire, 6 nouveaux réacteurs nucléaires, et des énergies renouvelables. À l'extrême gauche, ils veulent pas du nucléaire. Oui. À l'extrême droite, ils veulent pas des énergies renouvelables. La réalité, c'est que la France, si elle veut de l'électricité pas chère, elle a besoin des deux. Elle a besoin d'énergie renouvelable et elle a besoin de réacteurs nucléaires. Ça nous permet de garantir non seulement une baisse de 15% des factures en février prochain, mais une baisse du prix de l'électricité. Vous l'auriez annoncé cette mesure ou pas, Bruno Le Maire? Bien sûr. D'accord. Donc rien de nouveau sous le soleil. Non, rien de nouveau sous le soleil, mais il faut voir d'où ça vient. Ça vient de choix industriels, énergétiques,
que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche ne font. Nous voulons et le nucléaire et les énergies renouvelables pour garantir aux Français qu'ils auront l'électricité la moins chère en Europe dans les années qui viennent. Éric Ciotti, que vous connaissez bien, veut mettre fin au macronisme. C'est ce qu'il dit ce matin dans une interview au Figaro. Il défend l'alliance avec le Rassemblement national. Il lance un appel à ses anciens camarades. Revenez à la maison et à la raison. Une maison des Républicains qui risque bien d'exploser puisque une partie d'entre eux passe des accords avec la majorité présidentielle. Vous dites que les LR sont morts aujourd'hui? Mais ça fait longtemps qu'ils le sont. C'est regrettable parce qu'il y a des hommes et des femmes de très grande qualité dans ce parti. J'ai des amis, des personnes pour lesquelles j'ai de l'affection et du respect. Mais depuis 2017, je leur dis, depuis 2017, ça fait maintenant 7 ans, que la vie politique française s'est reconstituée en 3 blocs. L'extrême gauche, l'extrême droite et la grande formation du centre. Et je leur dis, si vous ne voulez pas à un moment donné être broyés entre ces blocs, il faut que vous fassiez des choix et que vous nous rejoigniez. Beaucoup ont hésité, ont reporté leurs décisions. Nous y sommes. Et aujourd'hui, on voit un grand déchirement au sein des Républicains. Les uns vont partir vers Marine Le Pen, les autres, je l'espère, nous rejoindront. Et moi, je les accueille les bras grands ouverts. Alors disons, si vous croyez à l'économie de marché, à la construction européenne, à l'ordre, à la sécurité, à la culture française, rejoignez-nous. C'est là qu'est votre place. Du côté de la gauche, chacun s'est réuni comme un seul homme autour de la bannière du nouveau Front populaire. François Hollande et candidat Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, engloutis dans cette nouvelle union. Comment vous la qualifiez, cette union? Je trouve tout cela assez indigne, pour tout vous dire. Parce qu'il faut vraiment... Je ne parle même pas de conviction de fond, après tout. Bon, on en a vu d'autres en politique, mais voir un François Hollande qui a fait une réforme des retraites, qui a fait la réforme El Khomri sur le marché du travail, tout d'un coup trouver que le retour à la retraite à 60 ans, c'est bien, il y a un côté complètement lunaire. Enfin, passons là-dessus. Admettons que les convictions, ça ne compte pas. Les valeurs, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas être ancien président de la République, avoir fait défiler dans les rues de Paris pour dire « je suis Charlie ». Vous êtes opposé à la montée de l'antisémitisme, à la montée de l'islam radical dans notre pays, et puis faire alliance avec un parti, le NPA, qui a été condamné pour apologie du terrorisme. Enfin, où sont les valeurs dans cette campagne politique? Cette campagne, je l'ai dit, elle est hors sol du point de vue des réalités économiques et financières, mais elle est aussi hors valeur du point de vue des hommes et des femmes. Et ça me terrifie. Parce qu'il y a dans l'histoire de France des moments où effectivement plus rien ne compte. Ni les positions, ni le passé, ni les valeurs, ni la vérité, ni le mensonge. Nous sommes exactement à un de ces moments-là. Et on voit du coup des égarements individuels qui sont totalement stupéfiants. Raphaël Glucksmann aurait pu prendre la parole et dire « Je refuse cette alliance avec des partis qui ont tenu des propos antisémites. Je refuse cette alliance avec un parti qui a été condamné pour apologie de crimes terroristes. Et je crée mon propre mouvement et je suis prêt à m'allier avec la majorité du centre. » Voilà qui aurait été digne. Mais ces voix-là, elles ne sont pas là. Nous manquons de voix fortes qui ont des valeurs, des principes et des convictions. C'est Jean-Luc Mélenchon, finalement, qui a gagné la partie. Bien sûr. Enfin, le grand gagnant de l'histoire, c'est lui. Il arrive à rassembler, tout en disparaissant, des forces qui ne devraient pas être ensemble. Des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes valeurs, pas les mêmes convictions, dans le seul but, dans le fond, de gagner le pouvoir. Et se construisent dans cette espèce de fantasme d'opposition à l'extrême droite comme seul projet qui justifie tous les reniements, tous les renoncements et tous les mensonges. L'antisémitisme, vous l'avez évoqué, l'horreur à Courbevoie. 2 adolescents de 13 ans ont été mis en examen pour viol en réunion, menace de mort et viol à caractère antisémite sur une jeune fille de 12 ans. Qu'est-ce que cela dit de l'état de notre société, de la montée de l'antisémitisme qui est loin d'être résiduelle dans notre pays? Bon, au-delà de l'horreur inqualifiable de ce crime, il n'y a pas de mots, donc je ne vais pas chercher des mots, je ne trouverai pas. Je veux simplement dire à quel point je vois que l'antisémitisme monte dans les têtes. Finalement, dans les têtes, il n'y a plus la Shoah, mais il y a l'antisémitisme. Dans les têtes et dans les actes. Parce que quand l'antisémitisme commence à être banalisé, quand les mots antisémites, directs ou insidieux, commencent à prendre le dessus, quand des humoristes peuvent qualifier un dirigeant d'Israël de nazi, et Dieu sait que je n'ai pas de sympathie pour Benjamin Netanyahou, vous opérez un immense renversement des valeurs. Et vous opérez un grand effacement du passé, des crimes. Vous opérez une confusion totale dans la tête des citoyens qui se disent « mais dans le fond, l'antisémitisme, c'est possible, c'est pas un problème, c'est normal, c'est peut-être même légitime ». Voilà ce à quoi nous sommes arrivés, au-delà de ce crime qui est odieux, inqualifiable, qui nous bouleverse tous comme parents.
au plus profond de nous-mêmes. La réalité, c'est que le passé est en train de s'effacer dans les têtes et que l'antisémitisme est en train de prendre sa place. Et qui en est responsable? Mais l'extrême gauche porte une très lourde responsabilité, de manière totalement insidieuse. Regardez, je prends l'humorisme, parce qu'il est très révélateur de cette espèce de disqualification de l'histoire, de grande confusion, de relativisme absolu. Tout peut faire l'objet de sarcasme, tout peut faire l'objet de blagues. Et c'est comme ça qu'on fait naître l'antisémitisme et qu'on développe dans les têtes de nos compatriotes l'antisémitisme qui conduit aux actes que nous voyons aujourd'hui. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale de CNews et Europe 1. Merci.